Bonjour, le partage du jour porte sur les troubles 10 chez les enfants. Mais bon, ça vaut aussi pour les adultes, hein. On va parler de la dyslexie, de la dysorthographie, qui sont des troubles neurodéveloppementaux qui peuvent impacter la vie scolaire d'un enfant. Ces troubles peuvent être détectés grâce à des signes tels que des difficultés d'attention, de la fatigue cognitive et des problèmes de lecture ou d'écriture. Mais sachez qu'avant de penser à un trouble 10, 35 à 40% de personnes TDA-TDAH ont plus de risques d'éprouver aussi des difficultés en lecture, notamment à identifier les mots. Leur comportement d'hyperactivité, d'impulsivité et d'inattention les conduisent parfois à prendre un retard considérable dans leur apprentissage scolaire. Donc avant de conclure à un problème de dyslexie ou de dysorthographie, observez si l'enfant présente des difficultés d'attention et d'impulsivité. La fatigue cognitive est un aspect important de la dyslexie. En fait, l'énergie qui va être sollicitée pour lire ou écrire est beaucoup plus importante pour les jeunes dyslexiques que celle habituellement dépensée pour la même tâche par un lecteur sans trouble d'apprentissage. Or, par contre, on sait que les enfants apprennent tous à un rythme différent. Donc il peut se passer une très longue période, voire des années, avant qu'on détermine si l'enfant vit plus que des difficultés scolaires. C'est grâce aux nouvelles méthodes d'imagerie cérébrale que les scientifiques ont prouvé que le cerveau d'une personne dyslexique travaille différemment de celui d'un lecteur ordinaire. Et ce, même si le reste du développement de la personne se déroule tout à fait normalement. Ainsi, un enfant dyslexique va apprendre à un rythme semblable à celui des autres élèves de la classe, sauf en lecture ou en orthographe. Vous allez pouvoir vous faire aider de professionnels pour évaluer si votre enfant est ou non dyslexique. Notamment, il y a les orthopédagogues, qui sont les spécialistes de la rééducation. Ils effectuent donc un dépistage, ils vont évaluer et développer même les meilleures stratégies d'apprentissage pour leurs clients atteints de troubles particuliers comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, ou alors pour des troubles plus généralisés comme les troubles de la compréhension et du raisonnement. Il y a aussi les orthophonistes qui ont pour rôle d'évaluer le langage oral et le langage écrit de l'enfant afin d'en dresser un portrait global. À la suite de cette évaluation, ils vont émettre des hypothèses ou des évaluations professionnelles, ainsi que des recommandations. Les psychologues vont étudier la façon de penser, de sentir et de se comporter de quelqu'un d'un point de vue scientifique. Ils veulent déterminer, recommander et effectuer des interventions, voire même des traitements appropriés, en vue d'aider les personnes à comprendre, à expliquer et à modifier leur comportement. Il y a également les neuropsychologues qui évaluent l'ensemble des capacités cognitives, émotionnelles et motrices, tant des enfants que des adultes d'ailleurs, par rapport au fonctionnement du cerveau. Leur rôle est d'assurer que les problèmes observés et mesurés, comme par exemple les problèmes rencontrés en lecture, ne sont pas une conséquence d'un autre trouble comme un TDA ou un TDAH. Mais dans bien des sphères de la vie, c'est l'implication des parents qui va déterminer l'évolution de l'enfant. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de la dyslexie. Donc attention de ne pas être un parent qui nie ou qui minimise les difficultés de votre enfant, même après l'établissement d'un diagnostic. Attention de ne pas refuser ou de retirer à son enfant l'aide d'un professionnel. Ne remettez pas forcément en cause le système scolaire. Et ne diminuez pas vos exigences quant aux études ou à l'avenir de votre enfant, parce que ce dernier est dyslexique. Parce que vous pouvez agir de concert, notamment avec les enseignants. Vous pouvez vous procurer par exemple un exemplaire audio ou numérique des livres à lire en classe. Vous pouvez valoriser une activité parascolaire. Vous pouvez vous concentrer sur les défis scolaires, mais pas que. La réaction d'un enfant qui doit vivre avec une dyslexie influence beaucoup également la réaction des gens autour de lui. Donc il est important d'aborder le sujet et de déterminer rapidement les effets négatifs que peuvent engendrer certains comportements de l'enfant.
Il peut développer des comportements, par exemple faire des farces et des plaisanteries en classe afin d'amuser les autres et ainsi aller chercher de l'aide sans la demander. Il peut également retarder le moment d'annoncer sa dyslexie à ceux qui l'entourent. Il peut du coup s'isoler ou voir se faire discret pour éviter de répondre ou même de lire en classe. Sachez que les écoles ont un budget orthopédagogie afin d'apporter une aide aux enfants 10 et que chaque enseignant doit prendre en considération le trouble 10 de l'enfant et lui fournir des moyens adaptés pour l'aider, comme par exemple l'utilisation des technologies, les lectures adaptées, les scripteurs, adapter les dictées, accorder davantage de temps à l'élève 10 pour ses travaux et ses lectures, se procurer un exemplaire audio des livres à lire en classe, enregistrer les questions d'examen pour que l'élève puisse les écouter en même temps qu'il les lit. Votre enfant n'est pas responsable de sa dyslexie ou de sa dysorthographie. D'ailleurs, petite parenthèse et tour d'horizon des 10, parce qu'il y en a énormément. Il y a la dyslexie phonologique qui se caractérise par un trouble de décodage, soit de la correspondance graphène-phonème, qui correspond au son écrit et au son oral. La dyslexie lexicale qui se caractérise par une difficulté importante à reconnaître les mots dans leur globalité. La dyslexie mixte qui se caractérise par des difficultés autant au niveau du décodage qu'au niveau de la reconnaissance visuelle des mots dans leur ensemble. La dysorthographie, qui est un trouble persistant de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe. La dyscalculie, où les chiffres se mélangent. La dyspraxie, qui va concerner des troubles moteurs. Donc je disais donc que votre enfant n'est pas responsable de sa dys. C'est son cerveau qui l'est. Votre enfant est intelligent. Il n'est pas paresseux ou entêté. Ou alors pas que. Vous devez en être convaincu et le convaincre lui aussi, si besoin est. Les 10 ne se guérissent pas, mais il est possible d'en atténuer les symptômes grâce à du travail et à des outils technologiques modernes. Ce sont des troubles qui se rééduquent avec le temps et avec de la persévérance. D'ailleurs, la loi sur l'instruction publique oblige le directeur de l'école d'établir un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou encore en difficulté d'apprentissage. Ce plan est établi avec l'aide des parents, du personnel qui dispense des services à l'élève et voire même de l'élève lui-même s'il en est capable. Ce plan d'intervention représente un moyen privilégié de coordonner les actions qui servent à répondre aux besoins de l'élève. Et notez que la loi sur l'instruction publique ne spécifie pas qu'il est obligatoire de recevoir un diagnostic de 10 pour avoir le droit aux mesures adaptatives. Aussi, si votre enfant a recours à de telles mesures, il est primordial que cela soit inscrit dans son plan d'intervention afin qu'il puisse en profiter lors des examens du ministère de l'Éducation ainsi que lorsqu'il changera d'école. Votre enfant peut aussi bénéficier de quelques outils, comme le livre audio qui offre à l'enfant l'occasion d'enrichir son vocabulaire, ses connaissances. Il va lui permettre d'apprendre le schéma narratif, la syntaxe et à faire des inférences. L'écoute d'une lecture va éveiller la curiosité de l'enfant, la curiosité pour le monde qui l'entoure, et l'aide à se familiariser avec des sujets de société. L'ordinateur est un outil de choix pour la personne 10. Bien qu'il soit utilisé pour la lecture, il peut être aussi utilisé pour la composition de textes, qui sera plus utile. Pour les enfants qui sont atteints de troubles moteurs comme la dyspraxie, le clavier compense leurs difficultés à calligraphier. Pour ceux qui présentent des difficultés d'attention avec un trouble déficitaire de l'attention, TDA ou TDAH, l'écran va les aider à rester alertes. Ceux qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme peuvent remplir des cartes d'organisation d'idées à l'écran, des cartes mentales. Il y a aussi les enfants qui ont des difficultés de langage oral ou de troubles dysphasiques. La synthèse vocale leur permet de se rendre compte qu'une phrase a une structure douteuse. Alors voici quelques règles de style pour une bonne lisibilité de vos documents par les personnes dyslexiques. On va utiliser des polices sans empattement comme Arial ou Comic Sans. La taille de la police doit être entre 12 et 14 points. Un espacement plus important entre les lettres et les caractères va améliorer la lisibilité.
ça y est, idéalement autour de 35% de la largeur moyenne des lettres. L'espacement entre les mots doit être au moins 3,5 fois supérieur à l'espacement entre les lettres. Un interligne plus grand va améliorer la lisibilité et doit être proportionnel à l'espacement entre les mots. On va éviter de souligner ou on va éviter d'utiliser l'italique parce que ça peut donner l'impression que le texte s'enchaîne et ça, c'est difficile à lire. On utilise le gras pour mettre l'accent, mais on n'en abuse pas non plus, au risque de transformer l'article en guirlande clignotante pour un enfant dyslexique. On va éviter les textes en majuscules, en minuscules, qui peuvent être moins familières au lecteur et plus difficiles à lire. Ça en fait des règles d'écriture, et c'est pas terminé. On va également faire en sorte de choisir la bonne couleur de texte. On va trouver des alternatives au fond blanc, pour le papier, pour l'ordinateur, pour les aides visuelles telles que les tableaux. On préfère des couleurs plus pastel. Lors de l'impression de documents, on va utiliser du papier mat plutôt que brillant. On va aligner les textes à gauche, sans justification. On va éviter les colonnes multiples, on va éviter les longs documents qu'on va séparer par des titres, par exemple, ou une table des matières. Quand on va écrire, on va utiliser la voix active plutôt que la voix passive. On va utiliser des phrases courtes, simples, dans un style direct. Et on va utiliser également des images pour appuyer sur le texte. Des organigrammes sont idéaux pour expliquer les procédures. Les pictogrammes, les graphiques peuvent aider à localiser et à soutenir les informations. Il y a également d'autres aides à ne pas négliger pour votre enfant, comme la synthèse vocale qui regroupe des outils qui permettent de générer artificiellement la parole. Son principal avantage, ça va être que l'enfant dyslexique peut mettre son énergie dans la compréhension de sa lecture plutôt que dans le décodage des sons et des mots. Il y a également les numériseurs qui permettent de convertir un texte imprimé en données numériques. Il y a le logiciel DIS Vocal avec son module coupe-mots qui va permettre de découper visuellement les mots en syllabes et en sons complexes afin d'en simplifier la lecture. Il y a également les dictées vocales où l'élève parle dans un microphone et l'ordinateur va retranscrire ses paroles, ses lettres. L'idéateur, qui est un logiciel qui va aider l'élève à organiser ses idées. Le cache, qui va laisser apparaître qu'une partie des mots à lire ou qu'une seule ligne visible. Et ainsi, le balayage visuel, il est facilité. Un chevalet qui sert à poser devant soi un document destiné à être copié, ça va permettre d'éviter de passer du plan horizontal, qui est de la feuille sur la table, au plan vertical, l'écran de l'ordinateur. Il y en a plein, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a plein de façons de réadapter la façon dont l'enfant peut apprendre les choses. Nous savons maintenant que le cerveau de la personne 10 met plus de temps que la normale à lire un texte. Une des façons de donner à l'élève des chances équitables de réussir un examen ou un travail, ça va être de lui obtenir un laps de temps supplémentaire pour le faire. Compte tenu de l'énergie qu'il doit déployer pour lire, il est d'autant plus important pour l'élève 10 de développer ses techniques d'étude et d'organisation. Et là aussi, lui, il peut agir. La première étape pour lui, ça va être d'être prêt à investir du temps et des efforts. Ensuite, il va cibler ses priorités. Les matières les plus importantes doivent être davantage étudiées. Il faut donc y accorder davantage de temps. Il va diviser ses leçons à apprendre ou les travaux à remettre en petites parties. C'est beaucoup moins décourageant. Il va organiser son sac et ses cahiers en classant les choses dans les bonnes sections. Il va pouvoir utiliser des post-it, faire régulièrement le ménage de son bureau, de sa case, de son sac. Il va étudier, effectuer ses travaux tous les jours en blocs de 20 à 30 minutes, pas plus, séparés par des pauses, que ça soit de la marche, une petite collation, écouter de la musique. Il va pouvoir noter sur un tableau bien visible les dates de remise des travaux, des examens. Chaque semaine ou chaque jour, il va faire une liste des choses importantes à exécuter et il va s'y tenir. Il va garder ce qu'il a le plus envie de faire pour la fin, comme si c'était une récompense après l'effort. Vous, de votre côté, vous pouvez impliquer votre enfant dans les décisions à prendre et lui proposer des ajustements au besoin. Vous allez pouvoir l'aider à déterminer ce qui lui fait perdre du temps.
Vous allez faire en sorte qu'il dispose d'un lieu calme, agréable et bien rangé pour travailler, qu'il dorme suffisamment, car les difficultés scolaires que vivent les élèves dyslexiques peuvent engendrer des sentiments de tristesse, de frustration, de colère, d'anxiété, voire même de dépression. Et avant tout, les échecs répétés vont affecter l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est l'image qu'on a développée de soi-même. Une bonne estime de soi va favoriser la confiance en soi et la capacité à réussir d'un individu. Une personne ayant une bonne estime de soi sera en mesure de persévérer, de se remettre en question, de franchir des obstacles, de rechercher du soutien de ses proches ou des professionnels, d'avoir confiance dans l'avenir. Je vous donne quelques trucs pour favoriser l'estime de soi d'un enfant 10. Vous allez pouvoir par exemple utiliser les partages sandwich chaque jour. Ça veut dire que vous allez inviter votre enfant à nommer une chose qui s'est bien passée dans sa journée, suivie d'un événement plus difficile, ou voire même d'un échec, et ensuite un nouveau point positif. À la longue, votre enfant va réaliser que ces journées contiennent plus de bons moments que des moments difficiles. Vous pouvez aider votre enfant à se fixer des objectifs réalistes. Vous pouvez valoriser ses efforts, son travail, ses progrès. S'il passe de 4 sur 10 à 5 sur 10, en situation d'écriture par exemple, reconnaissez cette amélioration. Reconnaissez qu'il a gagné un point. Cela l'aidera à garder une bonne image de lui et à poursuivre ses efforts. Dessinez un tableau pour y noter ses progrès. Encouragez-le aussi à prendre la parole, à expliquer son trouble à ses camarades, à ses proches. Lorsque ses camarades saisiront mieux la situation, les moqueries cesseront le plus souvent. Servez vous-même d'exemple, parce que tout le monde a des défis à relever dans la vie. Donc racontez ce qui représente un vrai défi pour vous. Partagez vos émotions, partagez vos faiblesses, vos doutes, partagez les efforts que vous êtes en train de faire. Mettez un bocal vide par exemple dans la chambre de l'enfant et déposez un caillou, une bille ou une boule de couleur à l'intérieur chaque fois que vous observez un bon comportement ou une réussite dans n'importe quel domaine. Et évitez surtout de comparer les performances de votre enfant à celles des autres, ou encore pire, à celles de ses frères et sœurs. Renforcez ses compétences dans d'autres domaines, dans ses intérêts, pour d'autres disciplines, le sport, l'informatique, la créativité, les relations. Inscrivez-le à des cours en fonction de ses centres d'intérêt. Pour l'encourager, confrontez ses travaux antérieurs également, ceux qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, et ceux qu'il réalise actuellement. Accordez le droit à l'erreur, à vous et à votre enfant. Encouragez-le à apprendre de ses bévues avec des questions comme « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'as-tu fait l'autre jour pour mieux réussir ? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois ?» Donnez des responsabilités à votre enfant. Cela l'amènera à développer sa confiance en lui et à renforcer son sentiment de compétence. Valorisez ses comportements et exprimez-les en disant « Merci d'avoir mis la table, c'est gentil d'avoir aidé ton frère. Tu as gardé le contrôle de toi-même, même si tu étais fâché. Bravo !» Prenez le temps de satisfaire adéquatement la curiosité de vos enfants sur tous les sujets et retournez-lui souvent des questions du style « Et toi, t'en penses quoi ?» afin de développer son goût de s'informer et sa capacité à émettre des hypothèses. Aidez-le en nommant ses émotions. Tu es déçu, tu es fâché. Aidez-le à identifier et à exprimer le ou les besoins que ces émotions cachent. Par exemple, tu as peur d'avoir déçu ton professeur, tu as un besoin de sécurité, tu as l'impression d'être pourri, tu as un besoin d'estime de toi. Orientez-le vers des solutions. Les solutions pour demander de l'aide, pour parler à ses amis, pour travailler autrement, pour utiliser un nouvel outil technologique. Vous trouverez dans le livre Dyslexie et dysorthographie, la boîte à outils de Annie Tessier et Prisca Poirier un grand nombre de jeux et d'exercices à faire à la maison en fonction de l'âge de votre enfant. Sur le site de Sequoia Éducation, vous trouverez également toutes sortes de jeux pour aider à travailler sur les troubles de l'attention, sur les 10. Il propose même des parcours de lecture gratuitement
aux parents qui s'inscrivent avec des conseils provenant directement de spécialistes des troubles des apprentissages. N'hésitez pas. Apprenez à être un parent atypique, avec une éducation atypique, mais appropriée, riche de sens et de bienveillance. Ainsi, vous favoriserez la neuroplasticité de votre enfant, sa construction de soi et son estime de lui-même. Et ça n'a pas de prix. Et c'est beaucoup plus efficace que de confier votre enfant qu'à des spécialistes tout en rouspétant sur le système scolaire. Essayez, et peut-être que vous allez même vous amuser. Prenez soin de vous.